Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Ce magazine que vous avez l'habitude de suivre chez nous, des questions d'actualité sont mises sur la table. Un invité nous accompagne pour donner son point de vue par rapport à ces questions d'actualité dans le pays. Le Congo, République démocratique du Congo, l'actualité reste dominée par la question du changement de la Constitution. Vous le savez, le président Tshisekedi a décidé de changer la Constitution. Une commission quant à ce, sera mise en place l'année prochaine et l'opposition s'organise pour résister à l'initiative. On parle donc de cette question du changement de la Constitution, les pour, les contre, le pourquoi. Restez avec nous. On reviendra également sur plusieurs autres questions d'actualité politique dans le pays. Notre invité, c'est un habitué de nos plateaux, un analyste politique, ancien journaliste qui est en exil à l'heure où on parle en Belgique. C'est Monsieur Merveille Baelengue. Monsieur Merveille, bonjour. Bonjour cher Perrault. Bonjour cher Perrault. Bonjour à tous les téléspectateurs de CPL Télévision. Qu'entre nous soit dit, ça me rappelle encore Kinshasa. Bandal. Ça doit vous rappeler quand vous veniez déposer les invitations et les convocations de l'UNPC à mon temps. En effet, donc merci beaucoup. Je retrouve encore ce plateau. La dernière fois que je suis passé par ici, j'ai reçu des appels et des appels. Donc ça prouve que CPL est vraiment suivi. Merci beaucoup de cette opportunité. Merci beaucoup Merveille Baelengue. Je rappelle que vous êtes un ancien journaliste et que vous êtes en exil. Vous avez fui le régime de M. Tshisekedi parce que vous avez été mis en danger, poursuivi, etc., etc. On ne revient pas sur ça. Juste une question par rapport aux journalistes. Oui. Nous avons suivi à la RTNC la mort d'une consoeur, Jemima Mongo, je crois. Une fille que j'ai connue moi personnellement, avec qui j'ai entretenu de très très bons rapports. Jemima était une consoeur polie, gentille. J'ai fait beaucoup de choses dans le cadre du ministère de l'Intérieur avec elle. Mais je vous ai vu vous insurger dans les réseaux sociaux contre Patrick Mouyaya. Vous pensez que la mort de Jemima a un lien avec M. Mouyaya et avec l'État congolais? D'abord, je commence par présenter mes sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu, mais également à toute la corporation. Avant d'aller plus loin, j'aimerais raconter une petite histoire sur Jemima Mongo parce que pour je commencer ma carrière à la RTNC 2. Jemima Mongo était à Télé 7 et elle avait décidé de rejoindre la RTNC 2. Au moment où elle est arrivée, nous sommes arrivés pratiquement au même moment. Je m'en souviens très bien, on a commencé moi et elle comme des stagiaires collaborateurs. Et puis après, moi, je suis parti de la RTNC, elle est restée, donc elle a été engagée à la RTNC. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Alors, pourquoi j'ai parlé de Patrick Mouyaya? Parce que moi, même si je ne suis plus de la RTNC, mais j'ai des contacts avec les amis, avec qui nous avons partagé beaucoup de choses. En fait, Jemima Mongo est mort de suite en fait, d'un accident. Un accident, quel genre d'accident? Elle a été tabassée, sévèrement tabassée par les Kuluna, comme on les appelle à Kinshasa. On dit que c'était au sortir de son journal de 23h à la RTNC, vous confirmez? Son journal de la RTNC de 20h, parce qu'elle est à la RTNC 2, mais elle fait ce qu'on appelle la copénétration. Donc, elle va présenter le journal également à la une, à la RTNC numéro 1. Donc, au chemin de son retour, elle a été attaquée. Elle est allée à l'hôpital du Cinquantenaire où elle a fait, je crois, une semaine. Mais après, selon nos informations, Jemima Mongo a été ramenée à la maison. À la maison, pourquoi? Parce que sa famille avait introduit une demande, un état de besoin pour non seulement payer les frais d'hospitalisation à l'hôpital du Cinquantenaire, mais également trouver un moyen pour l'emmener en dehors du pays parce que ses blessures étaient graves. À la RTNC, elle a déjà refusé, selon les informations,
de signer les documents, le ministre de la Communication y compris. Malheureusement, nous constatons que dès son décès, on essaye de faire une récupération. Le ministre était à Goma. Sa presse raconte sur les médias sociaux qu'aussitôt descendu de l'avion, il est allé pour réconforter la famille. Non, mais les images circulent, on voit la maman de Jemima dans les bras du ministre qui la console. On nous présente un ministre compatissant qui vient présenter ses condoléances, soutenir la famille meurtrie. La maman de Jemima, à ce stade, n'est plus stable parce qu'elle a perdu sa fille. C'est pratiquement Jemima qui prenait soin de sa famille, de ses frères et sœurs et de sa maman, selon les collègues de la RTNC. Donc, elle était sous émotion, c'est tout à fait normal pour elle de se jeter dans les bras du premier qui viendra vers elle. Mais l'information est que la RTNC n'a pas déboursé les moyens pour soigner Jemima alors qu'elle a été attaqué après la présentation du journal de la RTNC. Et donc, en réalité, la RTNC doit prévoir les bus pour accompagner les journalistes. Et moi, j'ai présenté le journal de 20h, de 19h à la RTNC 2, après le journal, à l'époque de Nicole Dibambo, je me rappelle bien, il y avait toujours un bus pour accompagner les présentateurs. Alors, à 23h, avec l'insécurité qu'il y a à Kinshasa, n'est pas prévoir un moyen de transport pour les journalistes qui viennent faire le boulot à ces heures-là, c'est être irresponsable et ça remet en surface, en fait, le climat qu'il y a au sein de la RTNC. On ne cesse de le dire que la RTNC aujourd'hui est en faillite. Il faut voir les bâtiments de la RTNC, les conditions dans lesquelles les travailleurs fonctionnent là-bas. La RTNC n'a plus de bus alors qu'avant nous avons connu une RTNC avec des bus. Les agents ne sont pas bien payés. Il y a l'inégalité sociale là-bas. Vous avez des gens qui vous touchent 800 000 francs congolais chaque fin du mois et il y en a qui vous touchent 800 millions de francs congolais. Quel écart! Et la plus grande tristesse, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'après, on va couper son salaire, il n'y aura pas de décompte final, il n'y aura rien alors qu'elle est morte parce qu'elle revenait du boulot et son employeur. Donc vous tenez la RTNC, le ministre de la Justice et par-dessus tout l'État congolais responsable de la mort des Jemima. Pour vous, c'est eux qui sont responsables de ça. Le ministre de la Communication responsable est la RTNC parce que la RTNC est censée mettre les moyens de déplacement pour le journaliste qui vient travailler aux heures tardives. La RTNC ne l'a pas fait. Ça, c'est un. Et puis de deux, elle était à l'hôpital. Sa situation était connue de tout le monde de la RTNC. Il fallait débourser les moyens pour qu'elle soit sauvée. La RTNC a tardé pour sortir les moyens, pour ne pas dire que la RTNC a refusé de signer le document, la demande de sa famille. Conséquence, elle est morte. Et la RTNC a attendu qu'elle soit morte pour qu'elle se mobilise, pour que la DG vienne assister la famille. Ça, c'est de la méchanceté et de l'irresponsabilité. Et un tel comportement mérite sanction. Et la première personne qui doit être sanctionnée, c'est la DG de la RTNC parce qu'elle a failli à sa mission. Et la deuxième personne, c'est le ministre des tutelles parce que, comme je l'ai dit, pour qu'un tel document soit signé, il faut et la signature de la DG et en dernier ressort la signature du ministre parce que c'est le ministre qui signe les autorisations de sortie. Le ministre ne l'a pas fait. On n'a pas mis les moyens à la disposition de notre regrettée Jemima Mogo et aujourd'hui, elle est morte. Nous pleurons, mais il faut que les responsabilités soient établies. Et comme je l'ai dit, la DG et le ministre Mouyaya doivent assumer. Et je pense qu'une enquête doit être ouverte pour savoir qui ont réellement assassiné Jemima. Nous savons qu'elle a été attaquée, mais nous ne connaissons pas les identités de ces personnes. Et la famille de Jemima doit aussi porter plainte contre la RTNC. Parce qu'elle est morte, parce qu'elle revenait du boulot. Et la RTNC n'a rien fait pour la sauver.
Allez, mes condoléances les plus émues à la famille et hommage mérité à Jemima. Je rappelle que la même RTNC a encore perdu notre consoeur et je crois qu'en une semaine, c'est 3 agents de la RTNC qui sont décédés. Hein, Exactement. Medine est également morte. Medine est également morte. Et la troisième personne, il a été membre, le troisième journaliste, il a été membre de la commission des disciplines de l'UNPC. Je crois que vous le connaissez parce que vous êtes passé plus d'une fois devant la commission des disciplines, M. Claude Niemboué. Votre commission des disciplines de Baloubala. Voilà, paix à son âme. Allez, paix à leurs âmes. D'ailleurs, puisqu'on parle des journalistes, on parle de la mort, vous avez quand même appris hier que notre jeune frère Patrick Lokala, qui a été arrêté, qui a fait plusieurs jours au cachot, je ne sais pas s'il faut dire prison ou en détention, a été libéré. Ça, c'est un motif de satisfaction pour vous quand même. C'est un motif de satisfaction en effet. Patrick Lokala est libre. Bon, il a été libéré sous caution, une liberté provisoire. Comme d'habitude au Congo, il y a toujours des libertés provisoires. Presque tout le monde est sous liberté provisoire. Mais c'est qu'il est dehors parce qu'il était dans des conditions extrêmement difficile. Il a fait plus de 2 mois au cachot de la Gombe, au cachot de la Gombe, alors que la loi dit, si je ne me trompe pas, après 3 jours ou 1 semaine, on doit soit libérer la personne, soit fixer son affaire pour savoir si réellement il doit être condamné, envoyé en prison ou pas, mais il a fait plus de 2 mois. Cependant, nous sommes quand même heureux parce qu'il est dehors. C'est un motif de satisfaction. Donc, j'ai salué Lokala en passant. On vous informe que le Patrick Lokala est bien dehors. Excusez-moi, on va boucler complètement la boucle dans cette affaire de journaliste. Vous êtes un ancien rapporteur de la commission des disciplines de l'UNPC. On ne parle pas de ça. Mais l'UNPC a organisé son congrès. Un nouveau président a été élu. C'est notre ancien, l'ancien correspondant de RFI, Kamanda. Les structures fonctionnent. De vos informations à l'interne, parce que vous êtes quand même un ancien de là, est-ce que vous croyez en cette commission? Vous pensez qu'ils sont sur la bonne voie ou l'état, les erreurs et les dégâts du passé sont toujours en cours à l'UNPC? J'ai suivi de près ces élections, en tout cas. Les 3/4 des dirigeants de l'UNPC sont les mêmes. Celui qui est secrétaire général aujourd'hui, il était encore quand j'étais là-bas, c'est la même personne. Jesbi. Dans les commissions, Jesbi exactement. Dans les commissions. Lui, vous l'avez connu, c'est pas un homme honnête, c'est à mettre dans le camp de Kabulo Mwana Kabulo. Ce n'est pas un homme honnête. Jesbi, un immoral. Il y a eu ces vidéos, ces sextapes sur les réseaux sociaux en train de se masturber sur les réseaux sociaux, et c'est cette personne-là qu'on reconduit. Mais selon nos informations, Jesbi en fait a été tout simplement récompensé parce que le ministre Mouyaya, il voulait avoir le contrôle total de l'UNPC. Alors pour ça, il était venu avec son candidat parce que, souvenez-vous, Jean-Marie Kassamba aussi était candidat et bien d'autres personnes voyaient les choses sur mesure. On a trouvé le vieux Kamanda Muzembe qui est déjà fatigué. Un vieux que je respecte beaucoup, mais le vieux est malade. Et on a mis un second, son adjoint, en fait, quelqu'un qui a encore la vie devant lui, parce qu'en réalité, selon mes informations, c'est Cyril Kileba qui sera le vrai président de l'UNPC. Donc, c'est lui qu'on a préparé, en fait. Donc, après Kamanda Muzembe, c'est lui qui va le remplacer, parce que selon les statuts de l'UNPC, en l'absence du président, c'est le premier vice-président qui les remplace. C'est les membres les plus préséants. Donc, sachez que dans le jour qui viennent, sûrement que le vieux Kamanda Muzembe ne sera plus apte, et c'est Cyril Kileba qui va le remplacer, parce que c'est ce que Patrick Mouyaya a programmé, malheureusement. Et il y a également Rachel Kissita qui est élue trésorière, mais malheureusement, Rachel Kissita, je tiens à le dire parce que je l'ai déjà dit plus d'une fois dans mes différentes publications, Rachel Kissita, elle fait partie des journalistes qui travaillent pour l'arrestation des autres journalistes. On dit d'elle qu'elle est de l'ANR.
Qu'elle travaille avec l'Agence nationale des renseignements. Exactement, selon nos sources, Rachel Kissita fait partie des journalistes et en fait qui travaille avec les services pour livrer d'autres confrères parce que vous connaissez très bien le plan du changement de la constitution du président de la République. Alors pour changer la constitution, il faut avoir la presse, il faut maîtriser la presse. Alors on a pratiquement d'avoir toute la presse, mais il y en a encore qui résistent et ceux-là qui résistent sont ciblés. Et parmi les gens qui livrent les journalistes, il y a Rachel Kissita, il y a également Christian Lusakwenou qui joue un rôle très important actuellement dans ce régime. Et vous allez même voir... Christian Lusakwenou de Top Congo. Exactement. Non, mais c'est lui, on le présente comme le plus professionnel de tous les journalistes du pays aujourd'hui. On le présente comme un homme sérieux. C'est sa radio qui est au top aujourd'hui. Et c'est pas de la jalousie qui vous fait dire ça. Avez-vous des éléments contre Christian Lusakwenou? Ce n'est pas de la jalousie. Je vais commencer d'abord. Quelqu'un qui est professionnel ne peut pas faire une interview avec le président de la République et l'accompagner. Alors que quand on est journaliste, on se doit de relancer l'invité lorsqu'on constate que l'invité, par exemple, est allé hors sujet ou l'invité dit des choses qui ne sont pas vraies. On a vu le président avec sa dernière interview ici en Belgique, si je ne me trompe pas, avec Christian Lusakwenou et un autre journaliste de la diaspora, comment Christian Lusakwenou a accompagné Tshisekedi. Cette interview a été critiquée et par l'opposition et par la famille politique de Félix Tshisekedi parce que on a constaté que Tshisekedi n'a pas aidé le président, Christian Lusakwenou n'a pas aidé le président de la République, allais-je dire, ça c'est un. Et puis de deux, c'est Christian Lusakwenou qui a porté plainte contre Patrick Lokal. Lorsque Patrick Lokal a été arrêté, il est arrivé au parquet. Les magistrats ont signifié à Lokal qu'il est là sur plainte de Christian Lusakwenou. Ben, c'est son droit, c'est son droit. Il a parlé des kamikazes. Comment il les a appelés, les kamikazes du clavier ou quelque chose comme ça? Les terroristes du clavier. Lokal a fait plusieurs émissions contre Lusakwenou. Il a dit de lui qu'il bouffe l'argent de Tshisekedi. Il a dit de lui qu'il travaille. Comme vous êtes en train de le dire exactement, c'est son droit. D'autant plus qu'il a porté plainte à l'UNPC. Lokal a été suspendu et Lokal n'a pas suivi les décisions de l'UNPC. C'est son droit, non, cher ami? Je poursuis. C'est Rachel Kissita qui a donné le micro à Christian Lusakwenou pour enfoncer davantage Patrick Lokal et s'est bombé le torse et c'est lui qui a fait arrêter Patrick Lokal. Pendant ce temps, Rachel Kissita est trésorière de l'UNPC. Elle est autorité ordinale. Il est dit dans l'article 14, si je ne me trompe pas, du Code d'éthique et de déontologie du journaliste congolais, que le journaliste se doit d'être solidaire vis-à-vis de ses confrères et de se plier aux directives des autorités ordinales. L'UNPC avait interdit à Christian Lusakwenou de porter plainte contre Patrick Lokal. Lusakwenou s'est entêté et Rachel Kissita a donné la parole à Christian Lusakwenou alors qu'elle est autorité ordinale. C'est Rachel Kissita qui était la première à démentir que Patrick Lokal n'était pas arrêté sur plainte de Christian Lusakwenou, alors que c'est faux. C'est pour dire que Rachel Kissita, aujourd'hui, nous le savons, qu'elle est avec le régime Tshisekedi. Nous, on est et lui, interdisons pas. Cependant, nous, en fait, pensons qu'en tant qu'autorité ordinale, elle ne se doit pas, en fait, de se permettre de dire de telles choses et de donner la parole à quelqu'un qui s'attaque à un autre confrère. C'est quelque chose qu'il faut condamner extrêmement. Voilà pourquoi je vous dis que selon nos investigations, nous avons conclu qu'il y a un groupe de journalistes qui sont là pour livrer d'autres journalistes. Donc Christian Lusakwenou. Rachel Kissita, il y a Christian Lusakwenou, il y a une troisième personne qu'on cite, notre confrère Israël Mutombo. Et nous devons encore bien vérifier pour confirmer cela. Mais ces groupes-là de journalistes font partie de ceux qui livrent les confrères. Voilà pourquoi je condamne, je l'ai dit à haute voix. Nous, au moins, nous avons ce courage-là de les dire parce que les autres confrères n'arrivent pas à les dire à haute voix. Et voilà.
Vous les dites à l'extérieur après avoir mangé les McDo tranquillement, alors que les autres sont en train de combattre de l'intérieur. Il faut faire attention. Vous êtes au frais. Respectez ceux qui livrent les combats à l'intérieur. C'est facile de faire ce que vous faites à l'étranger, alors qu'il y en a qui se battent à l'intérieur. Respectons-le. Vous étiez au Congo. Cela ne vous a pas empêché de dire ce que vous pensiez. C'est ce qui vous a conduit à quitter les pays parce que vous étiez attaqué. J'étais au pays, cela ne m'a pas empêché de dire ce que je constatais que c'était mal. C'est ce qui a poussé à ce que je parte du pays. Donc cela ne veut pas dire que parce que nous sommes en dehors du pays, que voilà, nous en profitons pour dénoncer les mal. Même quand nous étions à Kinshasa, nous dénoncions les mal. Le mal reste les mal, il faut les dénoncer, peu importe où vous vous trouvez. Allez, merci beaucoup, cher ami. Allons dans l'actualité politique. L'actualité dans le pays, vous le savez, politiquement, restait dominée par la question du changement de la Constitution. Le président Tshisekedi, après avoir annoncé à Kisangani, il a confirmé au Katanga qu'il y aura bel et bien changement de la Constitution et qu'une commission sera mise en place l'année prochaine. Je vois une sorte d'activisme, surtout parlant de vous, un activisme assez prononcé contre le changement de la Constitution. Pourquoi ça vous dérange que le pays puisse changer la Constitution aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez contre ces discours et contre ces projets, vous, Merveille Bayelengue? D'abord, sur le plan légal, j'ai oublié cette disposition de la Constitution qui interdit que la Constitution soit touchée sous état de siège. Le pays est sous état de siège. D'abord, sur ce point-là, c'est impossible que cette Constitution soit touchée. On peut mettre fin à l'état de siège, ce n'est pas impossible. Félix Tshisekedi peut le faire, mais j'avais fait une analyse que j'avais publiée sur X, que j'aimerais la faire également ici. C'est que à ce stade, si nous osons lever l'état de siège, cela peut être fatal pour le régime Tshisekedi. Je m'explique. Sachez qu'aujourd'hui, l'Est, la grande partie de l'Est, notamment Walikale, est entre les mains des M23. Et si vous regardez la carte de l'Est du pays, vous allez voir que Walikale est en frontière avec 3 provinces. Le Nord Kivu, 3 ou 4 si je ne me trompe pas. Donc, entre le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema et la Grande Orientale. Si on lève l'état de siège, croyez-moi, cela va simplement faciliter la tâche aux rebelles qui vont poursuivre et qui peuvent arriver jusqu'à la Grande Orientale. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'état de siège est donc positif et empêche au M23 de pouvoir progresser? Je pense qu'en ce moment, lever l'état de siège de manière précipitée peut en fait conduire les rebelles à arriver à atteindre Kinshasa. Parce que comme je vous ai expliqué, Walikale donne également accès à la Grande Orientale. Lorsque vous êtes à Kisangani à travers la voie fluviale, vous pouvez arriver à Kinshasa facilement. Ça, c'est un. Mais là n'est pas d'abord le problème. Le plus important, c'est d'abord le contexte. Nous sommes dans quel contexte? Nous sommes dans un contexte où le social de la population pose problème. Nous sommes dans un contexte où le président de la République a l'intention de s'éterniser au pouvoir. Il veut avoir coûte que coûte son 3e mandat. Et son 3e mandat ne peut être possible que si la Constitution est modifiée. D'ailleurs, pas modifiée, si la Constitution est changée. Parce que si la Constitution est modifiée, on ne touche pas aux dispositions qui sont verrouillées. Mais si on change la Constitution, ça veut dire qu'on touche également les dispositions qui sont verrouillées, notamment l'article qui limite le nombre des mandats du président de la République. Et comme vous le savez, il est difficile de voir un président en Afrique en exercice organiser les élections et les perdre. Ce qui veut dire que Tshisekedi risque d'avoir son 3e mandat. C'est quelque chose qu'il faut condamner. Et deuxièmement, on nous dit que c'est une constitution des étrangers. Alors que les archives nous renseignent que le même Tshisekedi et sa famille ont défendu bec et ongle cette même constitution au moment où Kabila ne voulait pas la changer mais la modifier. Ils ont défendu cette même constitution.
Mais aujourd'hui, c'est la Constitution qui est à la base de tous les malheurs au Congo. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils se permettent même d'interpréter à tort et à travers la disposition, l'article 217 de la Constitution. Alors que même ici, en Occident, là où nous sommes, ou partout en Afrique, cette disposition-là existe parce que on sait que chaque pays a le droit normalement d'adhérer à des organisations internationales, régionales et sous-régionales. Parlons-en justement. Tshisekedi dit que, cette constitution n'est pas adaptée à nos réalités. Deuxième chose, la constitution est rédigée par les étrangers. Troisième élément, la constitution ne garantit pas notre souveraineté. Mais lorsque vous lisez l'article 217 exactement, l'article sur lequel il se pose pour parler de ça, lorsqu'on dit que le Congo, la République démocratique du Congo peut signer des traités et tout, qui peuvent amener à ce que le Congo cède sa souveraineté dans le cadre, une partie de sa souveraineté dans le cadre de l'Union africaine, est-ce que c'est pas dangereux quand on sait qu'il y a des élans à des balkanisations de ce pays? Est-ce que vous ne pensez pas que changer la constitution protégerait les Congos par rapport aux dangers qui sont les nôtres à l'heure où nous parlons? Non, 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 attention, c'est une interprétation erronée de l'article 217. Je vous rappelle que le Bénin a cette même disposition. Je vous rappelle que les Zimbabwe, les Sénégal, presque beaucoup de pays africains ont cette disposition et même quelques pays occidentaux. Je vais vous donner un exemple simple pour que je me fasse comprendre. Nous sommes en Europe. Avant, souvenez-vous, la Belgique avait sa monnaie, il y avait les francs belges. La France avait sa monnaie, il y avait le franc français. Mais lorsque tous ces pays ont adhéré à l'Union européenne, ils ont cédé une partie de leur souveraineté. Ça veut dire que tous actuellement utilisent l'euro comme monnaie d'échange. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, pour quitter la Belgique et aller en France, vous ne verrez pas un contrôle à la frontière. Pourquoi? Parce que les pays européens, en signant l'accord sur l'Union européenne, ont cédé leur souveraineté. Mais cela n'empêche pas à chaque pays respectif d'avoir ses propres lois et de diriger les pays selon leur constitution. La même chose en Afrique. Nous avons l'Union africaine. Ça me fait très mal parce que Tshisekedi a été président de l'Union africaine pendant une année. Donc, il doit maîtriser très bien que veut dire céder une partie de sa souveraineté. Lorsqu'on adhère à une organisation internationale, on cède une partie de la souveraineté du pays. Lorsque le Congo adhère à la Cour pénale internationale, nous avons cédé une partie de notre souveraineté. Ça veut dire que concernant des crimes contre l'humanité, nous donnons ce pouvoir-là à la Cour pénale internationale de les juger. Alors, Tshisekedi, ça me fait très mal de voir Félix Tshisekedi interpréter à tort et à travers cette disposition, alors que cette disposition a existé depuis le maréchal Mobutu. Et nous savons tous que maréchal Mobutu, c'était l'un des plus grands nationalistes. Sous maréchal Mobutu, le Rwanda ne s'approchait même pas du Congo. C'est sous maréchal Mobutu qu'on a connu l'unité nationale. Mais dire que maréchal Mobutu aussi voulait céder le Congo. Le problème n'est pas là. Le problème aujourd'hui, c'est le troisième mandat de M. Tshisekedi. Donc pour vous, tous ces tralala, cette volonté manifestée de pouvoir changer la Constitution, l'objectif, c'est de donner à Tshisekedi un troisième mandat. L'objectif, c'est de donner à Tshisekedi un troisième mandat. Il y croit, mais malheureusement, il n'y arrivera pas parce que... Non, mais quand Tshisekedi lui-même vous dit au Katanga que l'objectif, ce ne sera pas pour un troisième mandat et je ne suis pas au pouvoir pour m'éterniser, je ne suis pas là pour m'éterniser, il a dit clairement au Katanga, ça n'avait rien avec les troisième mandats et ça n'avait rien de la volonté de pouvoir s'éterniser. Vous ne croyez pas à ces discours-là de Tshisekedi? Combien de fois Tshisekedi a dit des choses qu'il n'a pas réalisées, alors que la parole du chef en public vaut loi? Combien de fois Tshisekedi nous a menti? Qui peut croire à ce que Félix Tshisekedi dit? Il peut se réveiller un beau matin, il vous dit demain je vous donne $1 million et le lendemain il refuse, il dit que je ne l'ai jamais dit alors qu'il y a des vidéos qui existent. Combien de fois Tshisekedi nous a promis, nous au Congo, de mettre fin à la guerre dans l'Est? Combien de fois il nous a promis que
il va aller s'installer au Kivu pour suivre de près la guerre dans l'Est. Est-ce qu'il l'a déjà fait? Il ne l'a jamais fait. Combien de fois Tshisekedi a menti ses partenaires? Il avait fait des alliances avec les FCT. Il a brisé les alliances. Il dit des choses, il fait des promesses qu'il ne réalise pas. Qui peut croire encore à ce que Félix Tshisekedi dit? Ça, c'est un. Puis de deux, lui, peut-être qu'il le dit comme ça, mais dans la cité, regardez, suivez les médias, vous allez voir que les collaborateurs de Tshisekedi vous disent à haute voix que l'UDPS va continuer et Tshisekedi aura son troisième mandat. Il veut que le prochain mandat soit de 7 ans. Et si on modifie la Constitution, ça veut dire que le compteur revient à 0. Il peut avoir la possibilité d'avoir encore 14 ans au pouvoir. Tshisekedi, en 6 ans de pouvoir, c'est la catastrophe au pays. Les sacs de riz, si vous regardez les sacs de riz aujourd'hui, ça va vous faire pleurer. Les chinchards, j'ai vu sur les marchés. Les chinchards, un carton de chinchards à Kinshasa est passé de $30 à $80 aujourd'hui. $80. Après la pluie, regardez la catastrophe nous présente. Regardez les embouteillages. Aujourd'hui, les gens ne sont pas payés. Il y a des gens qui connaissent des retards, même des entreprises publiques qui ne connaissaient pas des retards de paiement aujourd'hui. Ben, ils ont 5, 6, voire jusqu'à 9 d'arriérés et de salaires sous Félix Tshisekedi. Vous avez des détournements en cascade. On ne peut pas se réveiller un matin sans pour autant apprendre qu'on a détourné des millions. On détourne au Congo, il n'y a que des 50 millions qu'on détourne, 100 millions, des 100 millions. Les Kassaïens, je n'ai rien contre les Kassaïens. Moi-même, là, mon épouse est Kassaïenne. Mes enfants sont des Kassaïens. Mais vous allez voir que dans son entourage, il y a des Kassaïens. Partout où il va, il s'est fait entourer des Kassaïens dans des postes clés. Il n'y a que des Kassaïens. Le népotisme, le tribalisme dans le pays est presque fissuré. On craignait la balkanisation, mais si Félix Tshisekedi poursuit avec cette philosophie, sa philosophie qu'il a en fait placée au Congo, nous risquons de connaître réellement la vraie balkanisation. Parce que regardez les dangers. Si aujourd'hui, peut-être il poursuit avec son idée de changer la constitution, les Katanga risquent d'être coupés. Le Nord Kivu risque d'être coupé. Parce que pour qu'il modifie la constitution, il doit mettre fin à l'état des sièges. En mettant fin à l'état des sièges, je vous ai expliqué que Nanga est là-bas, nous risquons de nous réveiller un beau matin, on nous dit que l'Est est maintenant une république. Le Katanga est maintenant une république. Voilà pourquoi nous devons stopper Félix Tshisekedi. Et à ce stade, il faut mettre de côté le journalisme, la déontologie, c'est la patrie. C'est ce qu'on appelle l'instinct. Nous nous battons pour sauver le pays. Nous voulons rentrer au Congo. Pérou Loura, toi, tu ne veux pas rentrer au Congo. Mais tu sais, toi et moi, que nous ne pouvons pas rentrer au Congo. Donc c'est un combat personnel. C'est un combat personnel pour les intérêts. Le Congo vous manque. La bière de Niango et le Ngou de Kapela vous manque tellement que vous en faites un combat. Ce n'est pas un combat personnel. C'est un vous voulez aller retrouver les Maléos de la RTNC2. Écoutez, le Congo me manque, c'est mon pays, je dois rentrer au Congo. Et pour que je rentre au Congo, Félix Tshisekedi doit terminer son mandat calmement et partir. S'il s'entête, il ne va pas terminer ces 4 ans qui lui restent. Moi, je fais ce combat, je vous ai dit momentanément, je mets de côté la déontologie journalistique, je mets de côté la presse, je me bats pour faire partir Félix Tshisekedi. Aux côtés de ceux qui se battent également pour la même cause, notamment le président Matata Ponyo, le président Moïse Katumbi, je vois notre grand frère Franck Diongo, je vois Délice Sanga, Seth Kipunimaï, Kimukebaï, ils sont nombreux aujourd'hui à Kinshasa qui se battent. Eh bien également, nous, à notre niveau, nous essayons de faire quelque chose et je pense que nous contribuons significativement à ce combat pour décourager Tshisekedi et il part en moi, Pérou Noir. D'ailleurs, dans le cadre de cette organisation, de cette résistance qui s'est mise en place, on a vu les anciens ennemis d'hier se mettre ensemble contre Tshisekedi,
Vous parlez justement de Kabila avec son FCC, Fayoulou avec son SID, Mukwege et les autres, tous ces gens-là qui se sont mis ensemble pour créer cette coalition. Est-ce que des gens qui n'ont pas réussi à présenter un seul candidat pour l'élection de 2028 et de 2023 d'ailleurs, et qui se retrouvent aujourd'hui dans le cadre d'une union contre Tshisekedi, est-ce que vous croyez à cette coalition? Vous pensez qu'ils peuvent bouger les lignes et faire reculer Félix Tshisekedi? Je crois en cette coalition parce qu'ils l'ont bien dit, que ce n'est pas une coalition pour les élections, la conquête du pouvoir, c'est un bloc pour faire échec à l'idée machiavélique de Félix Tshisekedi de changer la constitution et de s'éterniser au pouvoir. Ils l'ont bien dit que ce n'est pas pour les élections. Ça veut dire qu'au moment des élections, chacun va présenter sa carte. S'ils seront ensemble, ils vont poursuivre, tant mieux. Au cas contraire, eh ben, ça ne posera pas de problème. Donc, ça ne posera pas de problème. Et voilà. Une union où se trouve Kabila, que Martin Fayoulou a pratiquement ramassé pendant plusieurs années pour lui avoir envolé, entre guillemets, sa victoire. Une union où vous avez Katumbi qui a été chassé du pays avec Kabila à l'intérieur, où vous avez Mukwege, vous avez tout ce monde-là. Vous pensez que les Congolais peuvent croire au sursaut patriotique de ces hommes? Quelles sont les garanties dont on dispose quand on sait que ce sont les véritables ennemis d'hier, des gens qui ne s'entendent sur rien, qui ne se mettent d'accord sur rien et qui aujourd'hui semblent nous donner le visage de l'unité? Comment croire à ces gens qui dans le passé ont toujours déçu le peuple? Beaucoup disaient avant que cette coalition ne soit mise en place, que voilà, opposition et à péter, ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. Les gens n'y croyaient pas. Aujourd'hui, c'est une réalité. Je vous expliquais ici que ce bloc, ce n'est pas pour les élections avoir un candidat commun, un candidat unique. Ce bloc, c'est pour empêcher les changements de la Constitution. Ils se battent pour que la Constitution ne soit pas touchée. Parce que si la Constitution est changée, je vous ai expliqué que Tshisekedi aura la possibilité d'avoir un troisième mandat. En 6 ans, Tshisekedi a mis le pays par terre. Imaginez Tshisekedi 14 ans encore au pouvoir. Le mot risque de disparaître. Voilà pourquoi ils ont compris qu'ils ont intérêt à se mettre ensemble pour empêcher ce projet, ce plan machiavélique du changement de la Constitution. Une fois que c'est fait, alors chacun va décider sur son avenir politique. S'ils vont ensemble pour avoir un candidat commun ou si chacun va aller aux élections seul. Donc, comme je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec une coalition électorale. Il s'agit ici d'un combat contre le changement de la Constitution. Les élections, c'est dans 4 ans. C'est dans 4 ans. Donc, le débat n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, voilà. Le débat n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, on ne devrait pas chercher... On n'a pas à avoir peur. On n'a pas à avoir peur. On n'a pas à être réticent. Il faut leur faire confiance. Vous leur donnez du crédit. Il faut leur faire confiance parce qu'ils se sont mis ensemble pour un seul objectif. Empêcher le changement de la Constitution. Le reste, chacun pourra soit aller de son côté ou soit, qui sait, ils peuvent aussi décider de poursuivre ensemble et pour avoir un candidat commun. Ça ne fera pas du mal à une mouche. Cependant, pour les moments, les débats au niveau des candidats communs, les débats ici, c'est contre le changement de la Constitution. Voilà pourquoi ils sont ensemble. Et je vous dis que Tshisekedi est en train de trembler. Il est en train de trembler parce qu'il sait qu'avec cette force, la mobilisation sera tous azimuts et il ne parviendra pas. Parce que la communauté internationale l'a dit. Écoutez, ils ne viendront pas faire le travail à votre place. Vous voulez que la Constitution ne soit pas changée, ben c'est les Congolais eux-mêmes qui doivent décider de leur destin. Et effectivement, c'est ça. Voilà pourquoi les Congolais se sont mis d'accord pour empêcher les changements de la Constitution. Donc, je pense que Félix Tshisekedi dit les messages. Il doit attendre la fin de son dernier mandat, à mon avis, qui ne va pas produire grand-chose parce que déjà en 6 ans, ce qu'on n'a pas pu faire en 6 ans, on ne pourra pas
les faire en 3 ans ou à 4 ans. En 4 ans. Attendre et rester sénateur à vie et voir un autre prendre les flambeaux et développer la RDC. Ça sera une bonne chose de voir qu'au Congo, nous avons 2 anciens présidents parce que nous en avons déjà un, c'est une fierté. Il y a une vie après la présidence. Les Macky Sall sont là après la présidence, ils poursuivent leur vie. Au Sénégal, vous avez beaucoup d'anciens présidents qui vivent au Nigeria, les Obasanjo et les restes. Pourquoi pas au Congo? Pourquoi pas au Congo? Et surtout, lui, Tshisekedi, son père a combattu pour la démocratie au Congo. Ça me fait très mal de voir un Tshisekedi faire en sorte que la démocratie ne soit pas respectée au Congo. Ça me fait très mal et il est en train de cracher sur la mémoire de son père. Il est en train pratiquement de détruire le nom, l'héritage de Tshisekedi. Voilà pourquoi il doit partir. Et Kabound le disait, souvenez-vous, que ce monsieur au pouvoir, il va faire des dégâts. On n'a pas cru. On a cru que Kabound avait un problème personnel contre Tshisekedi. Mais aujourd'hui, tout le monde donne raison à Kabound. Regardez les dégâts qu'il est en train de faire. Et donc, Tshisekedi doit partir. Et je vous dis que pour qu'il parte, il faut que nous tous, nous mettions ensemble. Et c'est déjà un bon signe de voir cette dynamique qui est mise en place à Kinshasa. Je suis content également de voir qu'au niveau de la diaspora aussi, il y a la mobilisation. Et moi et toi, ce que nous faisons à travers les médias, croyez-moi, ça a aussi un impact. Nous sommes des leaders d'opinion et nous devons contribuer à notre manière. C'est ce que nous sommes en train de faire. Merveille Baelengue, les partisans du oui s'organisent, donc la résistance s'organise, mais les partisans de non également. Comment pensez-vous, par exemple, de l'adhésion d'un ancien Premier ministre comme Mouzito à cette voie de la révision constitutionnelle? Lui, il est presque carrément, il embrasse la ligne mise en place par Tshisekedi parlant du changement de la Constitution. Vous analysez comment cette adhésion des Mouzitois? Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Depuis un moment, Mouzito faisait déjà des yeux doux au régime en place. Ça ne me surprend pas de Mouzito. Je le savais. Tout le monde sait que Mouzito a toujours été cupide. Mouzito, c'est parmi les gens qui ne supportent pas la faim. Mouzito, il n'a plus d'argent, il n'a plus rien. Il se voit déjà Premier ministre ou même ministre ou avoir ses amis, ses copains ou ses collaborateurs au gouvernement et avoir quelques entreprises publiques pour se refaire une santé financière parce qu'il est fauché, il faut se le dire. Et il en a profité pour chercher à donner du béquet à Tshisekedi. Mais malheureusement, le bloc de Kabila, Katumbi, Matata, Sesanga, Mukwege et les autres est tellement puissant parce que ce sont eux les vrais leaders. Aujourd'hui, aux yeux de l'opinion, ne représentent pas grand-chose par rapport à Fayulu, par rapport à Katumbi, par rapport à Mukwege, par rapport à Matata ou Sesanga. Donc, je suis déçu de lui, mais en même temps, écoutez, ça ne fera pratiquement rien parce que Mouzito n'a pas vraiment de poids politique. Il est glouton. Mouzito, c'est quelqu'un qui suit l'argent. Et il sait que Tshisekedi peut lui récompenser de la plus belle des manières. Voilà pourquoi il est parti. Donc, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas, mais malheureusement, il a détruit sa carrière parce que Tshisekedi va partir. Et après, Tshisekedi, aujourd'hui, le peuple n'accordera plus jamais du crédit à Adolphe Mouzito parce que le peuple congolais a compris qu'il est complice de ce régime qui fait tant de mal au peuple congolais. Voilà, donc il vient d'enterrer son parti, le nouvel élan, si je ne me trompe pas. Il vient pratiquement d'enterrer son parti. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est Monsieur Merveille Baelengue, qui est analyste politique, ancien journaliste réfugié en Belgique, où il vit et fait ses études actuellement. Avec lui, nous passons donc en revue l'actualité politique dans le pays. Monsieur Baelengue, je voudrais vous faire réagir un peu sur cette polémique née récemment des déclarations de pasteur Marcelo. Dallo ou Marcelo? Qu'est-ce que je raconte? Les pasteurs Dallo, Roland Dallo, qui dit que nous sommes un pays des voleurs, que lui, il a honte d'être congolais. Il y en a quand même qui ont été choqués en disant que nous sommes un pays des voleurs. Marcelo met dans un sac pratiquement
tout le monde? Est-ce normal? Comment analysez-vous les propos de pasteur Roland Dallot? Et le dimanche dernier, on a d'ailleurs vu que son fils spirituel est allé à son église. Comment analysez-vous un peu cette polémique née des déclarations du pasteur Roland Dallot? Oui, je l'ai constaté, je l'ai suivi à travers les médias. Je suis content parce que, en fait, j'ai compris que le pasteur Dallot a compris que le navire est en train de... Il a compris que le navire est en train de couler, ça c'est un. Et puis de deux, il a fait son rôle. Il a joué son rôle d'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui dit la vérité. L'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui dénonce lorsqu'il constate que rien ne va. L'homme de Dieu, ce n'est pas un hypocrite. C'est un secret des polichinelles. Et aujourd'hui, il y a des détournements en cascade. Ça, tout le monde le sait. Le dire, ce n'est pas mentir ou avoir quelque chose, avoir une dent particulière contre les présidents. Le président Tshisekedi, je ne vois pas pourquoi l'UDPS en a fait un problème. Il n'avait pas cité les noms de Tshisekedi lorsqu'il a dit que... Non, mais il a quand même dit de tous les Congolais qu'on était un pays des voleurs, un pays des surfacturations. Non. Les gens disent qu'en les disant, ils mettent tout le monde dans le même sac et ils vont très très mal l'image du pays. Il a parlé des autorités du pays. Il n'a pas parlé de tous les Congolais parce que ce n'est pas tous les Congolais qui ont acté aux caisses de l'État. Il a parlé de ceux qui nous dirigent. Et il n'a pas menti. Aujourd'hui, il y a des détournements et des détournements en cascade. Ça, c'est un. Et puis de deux, voir ce qui se passe au Congo et ne pas dénoncer, c'est être complice. Et il n'a tout pas voulu être complice. Et d'ailleurs, moi, ça me fait plaisir et ça confirme que Dallot, c'est vraiment un homme de Dieu. Parce que selon ce que nous observons, le pasteur Dallot fait partie des privilégiés au Congo. Le président de la République prie dans son église. Les directeurs du cabinet, le président de la République, c'est un pasteur de Philadelphie. Celle qui gère le cabinet de la première dame, c'est la femme du pasteur titulaire de Philadelphie, Gombe, pasteur Ken, la femme de pasteur Ken. Vous avez également d'autres membres de l'église qui sont dans les clés, et j'apprends même que la première ministre serait, ça j'ai mis au conditionnel, mais je l'ai appris, qu'elle serait également membre de Philadelphie. Ça veut dire que Philadelphie, Dallot, c'est en fait, fait partie des privilégiés. Alors, voir une telle personne prendre le courage, on sait, de dire la vérité, il a dit haut, c'est que tout le monde dit tout bas. Dis-moi, c'est que nous dénonçons parce que nous avons le courage, mais ceux qui sont au pays n'ont pas parfois le courage de dénoncer. Ces collègues pasteurs n'ont pas parfois le courage de dénoncer. Ils prennent parti. Et d'ailleurs, j'ai même vu un autre pasteur, Mutombo, voici l'homme, qui utilise la chair pour mentir, prendre parti, prêcher pour le changement de la Constitution. Et Dallot n'est pas tombé sur ces pièges-là. Il a dit la vérité. Et lorsqu'il a dit, il y a eu une polémique. Il y a eu une polémique sur les réseaux sociaux qui disait qu'il est celui qui reçoit la dîme du président de la République. Et il a bien expliqué, il a été très explicite que la dîme, on ne la donne pas au pasteur, mais on la donne à l'Église. Et lui, il n'a jamais reçu la dîme du président de la République. S'il a déposé la dîme, il a déposé la dîme à l'Église. Et sachez que le pasteur titulaire de Philadelphie, c'est Gombe, c'est le pasteur Ken et non le pasteur Dallot. Le pasteur Dallot, il a laissé la gestion de l'église de la Gombe au pasteur Ken et l'église Philadelphie Funa au pasteur Atoms. Donc pour vous, Dallot sent que le bateau est en train de tanguer. Est-ce que Dallot ne sent-il pas la fin venir? Dallot a senti la fin venir parce que, rappelez-vous d'une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux où Dallot disait clairement à Tshisekedi que Dieu m'a dit que tu vas faire tes 2 mandats. Fais tes 2 mandats et après pars. Ne cherche surtout pas à avoir un 3e mandat. Il est resté fidèle à ses principes. Il avait dit à Tshisekedi que je ne serai jamais d'accord pour un 3e mandat. Et aujourd'hui, il a constaté que Tshisekedi veut... Non, mais c'est là qu'on l'attend là, qu'il dise clairement qu'il est contre le 3e mandat. Ça, il ne le dit pas parce que Tshisekedi veut changer la Constitution.
Non, mais il ne le dit pas, mais écoutez, ce il dit là, c'est de la communication. C'est de la communication. Déjà, le style qu'il utilise, c'est un style interpellateur. Déjà, ce qu'il dit là, ça pousse à dire que Dalo n'est pas d'accord avec les bêtises de ce régime et que Dalo ne sera pas d'accord sur un changement de la Constitution et que Dalo ne sera pas d'accord sur un troisième mandat de Tshisekedi. Donc, je pense que il est sur la bonne voie et il fait partie des pasteurs qui sont quand même honnêtes. Comme je l'ai dit, il fait partie des privilégiés. Dalo a tout pour prendre sa bouche et la boucler. Mais il n'a pas fermé sa bouche. Il a pourquoi Tshisekedi a fait son théâtre en allant à son église et prendre la dîme et mettre dans les paniers. C'était une façon de défier Dalo à haute voix. Mais malheureusement, j'ai compris que Tshisekedi n'avait pas compris le message de Dalo. Dalo avait fait comprendre à la population, à l'opinion publique, que la dîme, on la dépose à l'église et non dans la poche du pasteur. Donc, Tshisekedi est fidèle de Philadelphie et lorsqu'il vient déposer sa dîme, il ne donne pas sa dîme à Dalo, mais il donne sa dîme à Dieu à travers l'église. Et c'est ça le message et c'est simple. Et malheureusement, j'ai même vu nos amis de l'UDPS s'amender, les mêmes qui insultaient Dalo, lui donner déjà une autre nationalité, commencer à s'amender, dire que voilà, ils sont là pour Tshisekedi, puisque Tshisekedi est allé là-bas faire la paix avec Dalo, et aussi ils font la paix avec Dalo. C'est quelque chose qu'il faut fustiger ce comportement-là. C'est un très mauvais comportement qui n'honore pas l'État congolais. Un comportement où il y a l'insulte facile, où lorsque vous n'êtes pas d'accord avec Tshisekedi, vous devenez soit rwandais, soit étranger. Donc, c'est quelque chose à fustiger. Et moi, j'encourage les pasteurs Dalo à poursuivre dans sa logique, dans sa philosophie. Je crois que c'est un homme de Dieu. Voilà. Allez, on va aller petit à petit vers la fin de cette émission. Peut-être les deux dernières questions. Une sur Matata Pogno que vous servez. Vous êtes toujours employé des Matata Pogno parce que bon, qu'est-ce qui vous fait rire? Que je dise que vous servez Matata Pogno, on sait que vous êtes son homme. On dit qu'il vous donne un peu d'argent, un peu de moyens, et vous les sanctifiez, vous les béatifiez, lui dont on dit qu'il a volé l'argent, des centaines de millions de Bukangalonzo. Jules Alengueti a démontré suffisamment aux yeux de la planète que c'était une gestion calamiteuse quand Matata était là. Mais vous, moyennant quelques billets d'argent, vous nous présentez un Matata saint. Je sers la République. Ça, c'est un. Et Matata lui-même le sait. Et Matata, je sais qu'il ne voudra jamais entendre quelqu'un dire qu'il lui sert. Matata, c'est un travailleur de la République. Il sert la République comme moi. Ça, c'est un. Et moi, je ne le cache pas. Je suis avec Matata Pogno. Pendant la campagne, j'ai dirigé sa communication numérique. Et jusqu'à aujourd'hui, Payé chaque fin du mois par Matata. Donc, quand vous parlez de Matata, on comprend que c'est pour justifier votre salaire. On sait. Vous voulez justifier quelqu'un qui a volé l'argent des Bukangalonzo, qui a sémé au Bandundu et il a récolté les universités à Kindu. Donc, ça, c'est les propos des détracteurs, de vos détracteurs, qui démontrent que vous défendez un homme comme ça. Si Matata me donne de l'argent, il n'y a pas de mal à ça. Si Matata me donne de l'argent, il n'y a pas de mal. Et si je dis à la télé que je n'ai jamais reçu l'argent de Matata, c'est que je suis un menteur et je suis un ingrat. Ah, donc vous reconnaissez que vous recevez l'argent de Matata? Non, non, non. Je vous dis que si je vous dis que je n'ai jamais reçu l'argent de Matata, je serai un ingrat parce que pendant la campagne électorale, vous le savez très bien que j'étais sous contrat de consultance avec M. Matata Pogno comme son conseiller en communication numérique. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois toujours en son combat et je l'accompagne. Et je l'accompagne donc. Je ne suis pas là derrière l'argent de Matata Pogno. Je ne suis pas là derrière l'argent de Matata Pogno. C'est un idéal que nous poursuivons. Nous sommes dans le combat. Le combat aujourd'hui, c'est mettre fin à ce régime dictatorial. Donc moi, je l'accompagne dans ça et je mène aussi le combat pour le peuple congolais, pas seulement pour Matata, parce que c'est le peuple congolais qui en souffre. Moi et toi, nous avons la possibilité de parler, de manger, Pero Louara. Mais il y en a à Kinshasa, vous allez à Mokali, là-bas, vous allez à Kisenso. Il y a des familles qui ne mangent pas, qui dorment avec de l'eau, Pero Louara.
Vous allez là-bas à l'intérieur du pays, vous allez voir qu'il y a la population qui manque de l'électricité. Il y en a qui vont à l'école en pirogue, avec tous les risques possibles. Et c'est pour ces gens-là que moi, je me bats. Et comme Matata s'est inscrit dans cette logique-là, moi, j'accompagne Matata dans cette logique-là. Mais dire que, voilà, vous le dites pour justifier de l'argent qu'il vous donne, c'est faux et archi faux. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai jamais reçu l'argent de Matata Pognon. Je vous dis que Matata Pognon, c'est quelqu'un, la personne le plus honnête que je connaisse. Matata Pognon, c'est quelqu'un qui sait respecter, je viens de dire respecter le travail de l'autre. Si vous avez un contrat avec lui, il vous paye sans retard. Ça, je l'ai dit en connaissance de cause. Donc, Matata, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Et si le Congo avait 10 personnes comme lui, je pense que on serait très loin. Parce que ce qui manque au Congo, c'est le respect de la parole. Lorsque vous prenez un engagement avec quelqu'un, vous devez le respecter. Mais il y a des autorités que toi, tu connais beaucoup qui ne savent pas respecter leurs paroles. Ils prennent un engagement avec toi. Lorsqu'il arrive le moment pour lui de tenir sa parole, donc de faire sa part, il change. Mais Matata ne fait pas partie de ces gens-là. Et voilà. Et surtout, j'aimerais terminer, c'est le rythme du travail. J'ai beaucoup appris auprès de Matata Pognon, ça j'aimerais bien le dire. C'est auprès de Matata Pognon que j'ai appris que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. À ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard. Avec Matata, j'ai appris à travailler très tôt le matin et à travailler correctement et à respecter le travail. Parce qu'au Congo, beaucoup ne savent pas. Donc c'est quelqu'un qu'il faut jeter des éloges et je le fais en public. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup, cher ami. On va peut-être terminer. Yo, en Belgique, nous avons Belgique pour ici polémique. Moi, ça va Vital Caméra Abeli Liboma. Bon, j'ai une information. Ami d'Abeli Liboma, il y a solo. Bon, c'est peut-être aller trop loin, ceux qui disent qu'Abeli Liboma, mais ce qui est sûr est que selon nos informations, Amida a connu un problème. Il y a Liboma? Un problème de dépression. Un problème de dépression. Ah, ok. La dépression se soigne. Selon les informations, selon nos sources, elle a connu un problème de dépression. Voilà pourquoi elle était en France pour se faire soigner. Et aujourd'hui, parce que j'ai vu à travers les images qu'elle est à Kinshasa, Caméré, la recevoir à l'aéroport, elle va mieux maintenant. Ça me réjouit. Elle est devenue folle? Non, mais je sais qu'elle a connu un problème de dépression. Et la dépression, beaucoup, même ici en Europe ou là-bas au Congo, ce problème-là, elle s'est fait soigner. Donc, je souhaite plein succès à Amida, à Madame Amida et à Vital Caméra et les pacificateurs. Mais on les sent Ce n'est pas de l'ironie. Ce n'est pas de l'ironie. On sent quand même Caméra est assez prudent et silencieux sur cette affaire de révision de la Constitution. Hein. Des têtes couronnées ou plutôt des grands alliés de Tshisekedi, que ce soit Caméra, Jean-Pierre Bemba, Bati, Lukwebo. Apparemment, ils ne se jettent pas encore dans l'eau. Qu'est-ce que vous sentez, vous? C'est une sorte de fissuration du mur. Les murs, c'est lézardé. Ils ne peuvent pas se jeter à l'eau. Un petit schéma. Vital Caméra doit avoir aujourd'hui 60 ans, si je ne me trompe pas. Un peu plus. Bati, Lukwebo, la même chose. Jean-Pierre Bemba, la même chose. Ça veut dire que si les trois aides de Tshisekedi a changé la Constitution, ça signifie que si Tshisekedi a un troisième mandat, il en aura un quatrième. Ce qui veut dire que Tshisekedi va rester au pouvoir pendant 14 ans. 14 ans après, fais les calculs. 67 ans. Plus 14, ça vous fait combien? Ça veut dire que Vital Caméra sait qu'il est présidentiel. Et selon les accords qu'il avait signés avec Félix Tshisekedi, son allié, tu fais un mandat, tu me laisses un autre. Tshisekedi a fait des mandats, je ne pense pas que Caméra va accepter que Tshisekedi fasse un troisième mandat. Mais pas la même chose, il a des ambitions de diriger ce pays. Et aujourd'hui, voir Tshisekedi vouloir un troisième mandat ne va jamais arranger Jean-Pierre Bemba. Voilà pourquoi ils ne vont jamais l'accompagner. Ils vont attendre la fin, la dernière année, pour en fait se prononcer, parce qu'ils savent que s'ils les font maintenant, ils vont perdre leur place. Voilà. Allez, merci beaucoup. Monsieur Bayelengue, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je remercie également les téléspectateurs qui vont nous suivre.
Et voilà, c'est toujours un plaisir de passer sur CPL. Allez, merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Monsieur Merveille Baelenge, qui est analyste politique, ancien journaliste, qui est donc en ce moment ici en exil en Belgique. Retrouvons-nous pour d'autres numéros de cette émission très prochainement. Bonsoir et merci de nous avoir suivis. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.